Bien, tu fais, Billy les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Hier à Lubumbashi. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Nous sommes mercredi 29 avril 2020. C'est vrai, la date, elle est très symbolique pour nous les locataires, mais très encore symbolique pour les bailleurs. Chers bailleurs, comprenez que la situation est très difficile. Merci de votre fidélité. 20 ans d'emprisonnement. En tout cas, la peine, elle est lourde. La peine est de Guillaume Soro. Il va purger 20 ans. Et la peine est tombée hier, à l'absence de ses avocats, tout comme de lui-même. Il est en exil en France. La justice ivoirienne condamne donc l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire pour plusieurs faits. On va revenir. C'est vrai que Covid-19 nous prend tout le temps, mais nous allons peut-être nous pencher ce matin sur la situation en Côte d'Ivoire. Les élections générales sont prévues dans ces pays au niveau du mois d'octobre de cette année. Autre sujet d'actualité, c'est cette question de notre finance. Les finances posent problème. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était au bureau du Parlement. Il a été reçu tour à tour par les présidents du Sénat et celle de l'Assemblée nationale. Il fallait faire le point sur la situation économique du pays. Il faut déjà entrevoir, anticiper la période post-Covid sur le plan économique. Et le Premier ministre a fait savoir au président de deux chambres la réalité économique du pays, les allègements fiscaux, la suspension de la TVA, mais également de l'IPR. Mais pendant ce temps, les régies financières ont du mal à mobiliser, ont du mal à atteindre les assignations vivement. Les uns et les autres appellent à un correctif budgétaire. Autre sujet d'actualité ce matin, on va parler de Covid-19, mais le docteur Jérôme Mouniangui, il est toujours aux abonnés absents, il n'est toujours pas arrivé. La Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, appelle le gouvernement de la République à pouvoir prendre des mesures pour sécuriser ses compatriotes, qui est annoncé dans nos mires dans les heures qui suivent. Des arrêtés de la ministre de la fonction publique, mais aussi des notifications des secrétaires généraux. La lettre de Eberande Kolongele est foulée aux pieds par la ministre de la fonction publique. Les recommis ont été signifiés hier. Ils ont déjà leur lettre de notification. Ils doivent aller dans leur nouvelle fonction. Il est difficile aujourd'hui de savoir si ces répromis vont pouvoir garder leur poste ou ils doivent aller dans des postes de nomination. Nous allons revenir sur les deux lettres, la première de la ministre, la deuxième du président de la République via son directeur de cabinet. Pendant ce temps, Fatih lui-même est dans une sorte de quarantaine non déclarée au niveau de la Ntsélé, dans un confinement, lui aussi le président de la République. On va en parler avec Gabi Kouba pour ce troisième numéro. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Serge, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Allez, on va parler également avec Claude Molisho-Kaimbe. Claude, bonjour. Bonjour Serge, merci de l'invitation. Très bien. Gabi, je commence par vous. Côte d'Ivoire, la peine elle est très lourde. 20 ans pour Guillaume Soro, l'ancien leader de Force Nouvelle, allié de Ouattara dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, je crois 2010-2011. Aujourd'hui, Ouattara devient l'ennemi juré. Soro devient l'ennemi juré de Ouattara. C'est une peine prononcée à l'absence de Soro lui-même, mais aussi à l'absence de ses avocats. Je ne suis pas surpris. Parce que la situation de la Côte d'Ivoire est exactement celle de la RDC, où on voit des alliances contre nature. D'abord, Soro a été au départ président de la jeunesse du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, et lors du coup d'État de 1999, des gays contre l'ancien président de la République,
Non, pas Houphouët-Boigny, l'ancien président de Arène Konan-Bédié. Voilà, après on l'a vu, et puis il a été soutenu par le même Ouattara. Il a organisé une rébellion au nord du pays contre Laurent Gbagbo. Après, il est devenu... Gbagbo l'a approché, ils se sont réconciliés. Une rébellion qu'on a sous-traitée. Premier ministre de Laurent Gbagbo. Après, il s'est brouillé avec Laurent Gbagbo. Alliance avec Ouattara. Bon, et puis après cette alliance avec Ouattara, aujourd'hui, c'est la rupture avec Ouattara. Pourquoi? Parce que, bon... Il a déclaré sa candidature pour l'élection présidentielle qui vient, mais on sait aussi qu'il y a des clivages identitaires entre les Baoulés, les Malinqués et consorts, donc chacun prépare sa succession. Ouattara peut-être qu'il ne sera plus candidat, il ne le sera pas, il l'a dit au début de cette année qu'il ne sera plus candidat, il a peut-être un dauphin qu'il préfère par rapport à Soro. Mais moi ce qui m'étonne, que c'est dans les dossiers qu'il a acheté sa maison avec la maison de Marcory. Maison des Marcos. C'était bien de l'État. Avec l'argent de l'État, mais ça se passe un peu partout comme ça. Si vous regardez la situation au Rwanda, c'est pareil. Tout celui qui a des ambitions, on dit négation du génocide. Au Congo-Brazzaville, non loin de chez nous, c'est pratiquement la même chose quand vous regardez Sassou et Moukoko. Vous avez vu également au Niger, entre l'ancien président de l'Assemblée nationale et l'actuel président de la République. Vous regardez la situation du Bénin, c'est pratiquement la même chose. On se pose aussi la question chez nous, est-ce que... Yaïboni a envoyé à l'époque Patrice Talon en exil. Voilà, vous regardez... Il a obtenu une condamnation contre Patrice Talon. Et vous regardez aussi Lionel Zinsou et Patrice Talon, donc c'est le je t'aime moi non plus. Kabila, Moïse Katumbi. Au Sénégal, c'était pareil. Kabila aussi qui a tenté d'écarter Katumbi ou qui l'a écarté. Fachi Vital. Bon, Fachi Vital, je ne sais pas si c'est dans la même logique, mais on se pose toujours des questions. Mais curieusement... Zouma et ses anciens successeurs. Et puis curieusement, quand... Tout le monde connaît l'origine de la fortune de nos politiciens. Et généralement, ils viennent des classes modestes comme nous autres. Mais quand ils accèdent à des postes de responsabilité, les trains de vie changent de manière spectaculaire. Et en ce moment-là, quand on mange ensemble, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de justice. Dès que tel essaye de mettre un point de vue contraire à l'autre, en ce moment-là, la justice s'invite dans les débats. Alors, comment vous voyez la suite? Est-ce que c'est déjà un boulevard très ouvert pour l'actuel Premier ministre et candidat de Ouattara, Daniel, comment il s'appelle, Tablan, qui est officiellement candidat du RHDP aux prochaines élections, aux prochaines présidentielles d'octobre de cette année? Est-ce qu'on ne voit déjà pas une sorte de coalition entre, d'une part, Soro, qui est déjà mis hors course, malgré la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Soro coalisé avec Bédié, mais c'est vrai que Bédié aussi avec les PDCI. Mais vous savez, Bédié, quelque part avec le président Gbagbo. Ils ont créé le rassemblement des oufouettistes, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est comme ça que je dis la situation politique de la Côte d'Ivoire. Ils sont divisés aujourd'hui. Oui, la situation politique de la Côte d'Ivoire est comme la nôtre. Vous voyez par exemple l'AFDEL, les gens du MPR, tout ça, l'UDPS. Tantôt ils sont ensemble, tantôt ils se chamaillent, tantôt ce sont des adversaires. C'est ce que je ne comprends pas réellement. Et quand vous regardez, seul Gbagbo est resté constant. Parce que Gbagbo n'a aucun intérêt à faire l'alliance avec ceux qui l'ont chassé du pouvoir, entre guillemets. C'est vrai, on peut parler des élections, mais on connaît les conditions dans lesquelles Ouattara a accédé au pouvoir. Dès le début d'ailleurs du mandat de Gbagbo en 2001, vous avez vu ce que Ouattara a fait avec Gbagbo. Donc c'est clair et net que derrière Gbagbo et Ouattara, il y avait des puissances qui avaient instrumentalisé les Ivoiriens et Gbagbo est resté fidèle à sa logique nationaliste, marxiste, il est allé jusqu'au bout. Et quand vous regardez Bédié, Henri Konan Bédié, il est revenu aussi pour faire une alliance avec Ouattara et il a même oublié que c'est lui qui était à l'origine de l'ivoirité qui excluait Ouattara à l'époque et qui avait donné prétexte pour les uns, raison pour les autres, pour la guerre et puis la crise. Gabi, je vais terminer. Est-ce que j'ai posé la question? Amadou Gon Coulibaly aujourd'hui, c'est un boulevard, il va gagner les prochaines élections. Il est du Nord, un peu comme Ouattara est du Nord, un peu comme, comment il s'appelle, Guillaume Soro. Oui, mais les Malinqués du Nord, mais que disent les Baoulés du Sud? Est-ce qu'on peut envisager aussi une autre alliance contre nature entre Gbagbo et Bédié, et Soro. Hypothèse et Soro, c'est un peu difficile, cette architecture politique, c'est compliqué, il y a du n'importe quoi et on ne comprend pas, donc je peux dire que le plus fort va l'emporter. Tout dépendra de ce que les Ivoiriens eux-mêmes auront décidé. Mais on sait que derrière chaque candidat,
il y a aussi des forces obscures qui jouent en faveur de X ou Y. Très bien. Claude Molichot, bienvenue encore une fois. Merci. C'est vrai que Gabi l'a soulevé, il y a des problèmes ethniques. Vous allez voir par exemple, Ouattara c'est un Maléké. Hein. Ah oui. Ouattara c'est un Maléké. Bon, on fait des accords, les Malékés qui gèrent pendant 2 ans, 2 mandats. On donne aussi les mandats à un Sénoufo comme Amadou Gon Koulibaly. Mais vous avez aussi un autre Sénoufo qui est Ouattara, comment il dit, Soro, qui est du Nord, aussi. Mais peut-être pas. Mais vous avez aussi les Baoulés du Sud. Et les Baoulés du Sud, mais qui n'a peut-être pas la même base que M. Amadou Gon Koulibaly. Comment vous voyez la suite de ces processus électoraux? Est-ce que nous ne risquons pas de connaître une crise? Parce qu'hier, les nordistes avaient dit, coalisons-nous avec comme base arrière les Faso pour attaquer Gbagbo, soit disant que les nordistes étaient exclus. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que entre les nordistes eux-mêmes sont divisés, et ça ne fragilise pas leur pouvoir face aux sudistes. Bon, ce sont les intérêts. Hein. Bon, moi, je précise ici, pour compléter Gabi Kouba, que Guillaume Soro a déclaré haut et fort, à travers, par le canal de son porte-parole, qu'il est toujours candidat à l'élection présidentielle de 2020. Moïse Katumbi le disait aussi. Il est candidat. C'est une posture politique. Il attend le déconfinement pour atterrir à Abidjan et afin de battre campagne et de réactiver sa base. Donc il est toujours candidat. Et vous savez qu'une autre force, c'est au niveau de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, qui est, on dirait aujourd'hui, un électron libre à la recherche de quelqu'un avec qui il peut nouer des alliances. Moi je pense que, et vous savez ce qui s'est passé à la CPI, Laurent Gbagbo avec son ami Charles Blé Goudé sont acquittés. Mais ils ne peuvent pas quitter la zone européenne. Mais ils sont là. Bon, les indemnisations, c'est un autre dossier. Mais sur le plan politique, Gbagbo, c'est une force aujourd'hui. Et il cherche des personnes ou des personnalités avec qui ils peuvent nouer des alliances, comme Henri Konan Bédié, comme Guillaume Soro. Et Guillaume Soro a déjà noué des relations avec, secrètement avec Gbagbo. Les résultats de l'inconstance politique. Je remarque... On ne peut pas devenir tout le monde président en même moment. D'après mon observation, seul Gbagbo est resté constant sur sa ligne de conduite politique et tous les autres sont des inconstants. Même les patriarches Bédié. Et ça se fait toujours cash. Donc, beaucoup vont payer de l'inconstance politique. Merci beaucoup, Gabi Kouba. Allez, c'était juste un clin d'œil au niveau Afrique. On est journaliste pour le Congo, on est journaliste pour l'Afrique, on est aussi journaliste pour le monde. Quand les gens se permettent d'analyser des questions congolaises, nous aussi nous pouvons analyser des questions, mais pas traiter des gens des escrocs. Hein, Claude Molichot, vous n'êtes pas escroc. Hein? Non, je ne suis pas escroc. Merci beaucoup. On ne doit pas me traiter des escrocs. Voilà. Merci beaucoup. Cher Claude, j'ai vu la liste, c'est toute une litanie élaborée par Gabi Kouba. Quand vous parlez, j'étais en train de noter. Kabila a fait de son Katumbi, il a exclu Katumbi. Tshisekedi en passe d'exclure Vital. Bon, ça c'est pas encore confirmé. En Afrique du Sud, c'était Zuma et ses successeurs. Au Rwanda, c'est Paul Kagame. Tout celui qui veut être candidat, il est traité de négationniste. Zuma lui-même avait... Au Congo-Brazza, c'est Moukoko. Maintenant, ça risque d'être Jean-Dominique Okemba, je vois déjà. Il y a Iboni, Patrice Talon, Lionel Zensou, Macky Sall avec Ouad fils, Ouad père. Maintenant, Macky Sall avec l'ancien maire de Dakar, comment on dit, Rali Fassal. Au Niger, c'est l'ancien président de l'Assemblée qui a été condamné pour affaire... Mais il est déjà libéré suite au Covid-19. Merci beaucoup. Des aborigènes de prison. Ça vous donne déjà une idée. Oui, au Rwanda, vous oubliez, parce que chaque fois qu'on a un point de vue contraire à celui du c'est ça l'Afrique, on dit illégation. Nous sommes en train de dire une situation triste. Et puis on dit qu'on est démocrate. Merci beaucoup. Allez, Claude Molichot, le Premier ministre était au Parlement. Il fallait faire l'état de la question économique auprès du peuple représenté par le bureau. Et la situation, elle est alarmante. Et aujourd'hui, le dollar s'échange à 185. D'ailleurs, ça aurait dû être plus que ça. 225. Il y a des efforts économiques qui sont en train d'être fournis. Mais le Premier ministre s'est vu un peu réaliste. Il faut expliquer aux gens que on n'atteindra peut-être pas les assignations. Oui, ça s'appelle tout simplement le réalisme politique du professeur Ilunga Ilunga.
Et en tant qu'économiste, il a toute la situation du cadre macroéconomique. Après, analyse. Vous savez qu'il y a la primature, tous les mardis, il y a ce qu'on appelle la réunion du comité de conjoncture économique, qui réunit les ministres du budget, les ministres des finances, économie, commerce extérieur, mines et les autres qui sont les invités. Il y a un comité permanent et il y a aussi des invités des différents secteurs, des ministres sectoriels, pour venir donner la situation et essayer un peu de voir comment on vit. Le Premier ministre Ilunga Kamba a initié également des réunions recettes-dépenses avec le ministre du budget et le ministre des finances. C'est-à-dire qu'on a encaissé combien et comment on peut dépenser en cette période de crise. Donc on dépense sur base caisse. Voilà. Et vous savez que quand on a commencé cette crise sanitaire du Covid-19, un certain 10 mars, qu'on a déclaré le premier cas ici à Kinshasa, la situation économique a commencé à se dégringoler. Et au fur et à mesure qu'on avançait, et les chiffres avancent, on comptabilise les chiffres de cas confirmés, et au fur et à mesure que les dollars sont en train de grimper. Mais ça s'est accentué avec des décisions prises par le gouvernement. Vous savez que le chef d'État a proclamé l'état d'urgence sanitaire. Mais c'est au gouvernement maintenant de mettre ça en pratique, de mettre en musique pour essayer un peu de... Il y a eu un train de mesures. Hein? Train de mesures qui a essayé d'affecter négativement l'économie congolaise, notamment les exonérations. Sur le plan d'abord des entreprises, tous les produits à caractère médical, pharmaceutique, entrent gratuitement. Des produits alimentaires gratuitement. La TVA n'existe plus. Il n'y a plus de pénalités. Il n'y a plus de pénalités. En plus de cela, il y a la gratuité de l'eau potable et de l'électricité. Ça, il faut que le gouvernement compense. Et des chaînes de production qui se désarticulent. C'est ça la grande question aussi. Alors, les réalisations politiques du professeur Ilunga Kamba voudraient qu'il puisse rentrer à la représentation nationale, expliquer ces cas-là. Et même les députés, les sénateurs eux-mêmes, ils sont conscients de la situation. Oui. Même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est conscient de la situation. Voilà pourquoi il a fait cette démarche. Il est allé voir les présidents des chambres du Parlement pour expliquer la situation. Parce que le budget a été voté par la même Assemblée, le même Sénat, promulgué par le chef de l'État, avec des prévisions bien précises. Maintenant, vu la situation actuelle, avec tout ce qu'il y a comme conséquences négatives sur le plan socio-économique, du coronavirus en République démocratique du Congo, avec toutes ces mesures prises par le gouvernement pour alléger les charges des ménages, les charges des entreprises, des petites et moyennes entreprises, le chef du gouvernement dit que non, je dois rentrer à la Mais en contrepartie, le gouvernement... Conformément à la loi... Attendez, oui. Le gouvernement fait ces allègements fiscaux. En contrepartie, les entreprises ne devraient pas renvoyer les agents en congé technique. Oui, c'est une instruction du gouvernement. Donc, pendant cette période, que votre chiffre d'affaires baisse, vous ne pouvez pas chasser les travailleurs. Et ils sont en congé technique, mais ils ne sont pas licenciés. Ils ne doivent pas licencier. Oui. Après la crise sanitaire du coronavirus, ils doivent réintégrer leurs postes et continuer à produire et à travailler. Et vivement, il faudrait un correctif budgétaire. Voilà pourquoi il est allé à la représentation nationale, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et c'est à ce niveau-là où on doit saluer le réalisme politique du professeur Ilunga Kamba, qui est un professeur d'université vraiment qui a montré de quoi il est capable en cette période très très difficile aujourd'hui, parce que vous savez que les dollars aujourd'hui c'est une référence sur le plan économique. On paye les loyers en dollars, on paye même les salaires en francs congolais, mais c'est toujours indexé en dollars. Si on vous donne 200 000 francs congolais comme salaire, vous payez votre loyer à 100 dollars, et c'est peut-être vous resterez avec 5 000 francs seulement. Et vous allez manger comment? Et vous allez subvenir aux besoins de votre foyer comment? C'est ça la grande question. Donc les dollars c'est un indicateur majeur, et voilà pourquoi on a dit qu'il faut rentrer à la représentation nationale pour que on puisse arriver à un collectif budgétaire afin qu'on puisse rééquilibrer les choses et d'avancer pour éviter le pire. Parce que cette crise de coronavirus, c'est comme le retour de Jésus-Christ, Serge Kabou. C'est-à-dire, on ne sait ni le jour ni l'heure qui ça prendra fin. Très bien. Jésus-Christ viendra à midi, le soir, on est toujours bientôt, mais on ne sait pas quand. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on est en état d'urgence sanitaire. Gabi Kouba, l'économie tourne au ralenti. On le sait, nous tous, il n'y a plus d'importation, il n'y a plus d'exportation. Le mouvement vraiment est bloqué. Est-ce qu'on se limite à se dire le gouvernement a fait des allègements fiscaux et il faut aller à obtenir un correctif budgétaire?
ou bien on se limite à dire on a le 400 et quelques millions de dollars du FMI, ou bien il faut penser au plan B, et qui est peut-être aujourd'hui le plan B de notre gouvernement. Malheureusement, le plan B n'existait pas. Et regardez, depuis la fin de l'année dernière, nous étions déjà frappés par une crise économique. Oui. Yalagouli a été l'hirondelle qui annonçait le printemps, lorsqu'il parlait d'une gestion caisse. Il a été ramassé par Vital Kamerhe. Oui, mais c'était aussi notre situation d'incapacité à produire. Donc, on n'a pas anticipé. Nous étions déjà frappés par la crise économique avant le coronavirus. Le corona est peut-être venu nous achever. On n'a pas pu anticiper. On était d'abord dans des querelles. On épuiser les matières de demain. On n'était pas peut-être, mais il ne fallait pas m'inviter peut-être aujourd'hui. Allez. Voilà. On a épuisé. Oui, on était déjà dans une situation catastrophe. Rappelez-vous que nous le disions ici, que les entreprises fermaient avant le coronavirus, sans raison valable. Tout simplement, les plus grands contributeurs parmi les multinationales qui sont dans les secteurs extractifs avaient privé l'État au moins d'1 milliard de dollars pour l'exercice budgétaire 2020 pour une raison que le gouvernement n'a pas étudiée. On dit manque d'acide. Mais moi j'étais en Afrique australe, j'ai vu les fournisseurs d'acide de l'autre côté des usines qui chôment des quantités énormes. Pour quelles raisons? On n'a pas anticipé. Donc on était déjà... cette situation de corona est venue plutôt aggraver notre situation. Parce que quand vous regardez la situation actuelle, les gouvernements en place, le gouvernement ne vous donne pas l'idée d'une institution qui travaille pour le bien-être de la République. Et pourtant, il fait assez. Les gens sont plus dans des querelles qui doit neutraliser qui. Donc les gens cherchent à se neutraliser que de rendre un bon service à la République. Donc cela me poussait déjà que même s'il n'avait pas de corona, Ilunga aurait dû faire la même démarche, rentrer pour un collectif budgétaire. Parce que déjà, les esprits étaient pratiquement constipés pour faire le maximum pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. David, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas un plan B. On s'abrite derrière le corona. Et quand vous regardez... Attendez, il n'y a pas un plan B, il n'y en aura pas non plus, à part l'argent de la remise de la dette, du FMI. Il n'y aura plus rien. Il ne faut pas envisager autre chose. Non, on appelle tout le monde à faire des efforts. Vous voyez par exemple les 2 erreurs du gouvernement Ilukamba. La première. Oui, l'IPR. C'est une erreur de la part du gouvernement de suspendre l'IPR. Les allègements fiscaux, oui. 2e erreur, la suppression des pénalités. Vous voyez que maintenant, comme il y a des imports, parce que vous posez la question, on importe et on exporte. Nous, on exporte quoi aujourd'hui? On exporte quoi? La Chine qui consomme n'a plus la demande. Mais même les entreprises qui produisaient des matières premières, qu'est-ce qu'elles exportent aujourd'hui? Voilà, ça c'était la 2e erreur. Et la 3e erreur, cette affaire de la gratuité d'eau. C'est vrai, j'en suis bénéficiaire. La gratuité d'eau, de l'eau et de l'électricité pendant 2 mois. Et rappelez-vous que Laurent Désiré Kabila avait entamé la même démarche lorsque les Rwandais attaquèrent la RDC. Les Roubaix-Rois. En 98. Les Roubaix-Rois. Ah bon, je ne sais pas. Mais oui, mais il était dans les RCD, non? Pourquoi avoir peur de voilà. Lorsqu'ils attaquèrent la RDC en 98, Laurent Désiré Kabila, vous savez que la régie des eaux et la SNEL étaient en difficulté. Et aujourd'hui, le gouvernement affirme qu'il va compenser. Mais pour compenser, il faut avoir des réserves. Déjà, vous n'en avez pas. C'est comme vous, avec une grosse limousine, vous achetez les carburants, mais vous n'avez pas payé les loyers. Vous allez puiser où pour compenser? C'est ce que le gouvernement fait aujourd'hui. Même pour voilà. Et parquer la voiture. Non. Mais vous n'avez pas payé les loyers. Aujourd'hui, nous sommes le 29, tous les bailleurs nous attendent. Bon, Moulichou avec sa limousine est en train de rouler. Moi, j'ai éteint le téléphone. C'est un peu le problème avec le gouvernement actuel. Parce que quand vous voyez des plans, par exemple, pour des États sérieux, qui ont des moyens pour financer les entreprises et pour soutenir l'emploi, pour envisager, parce que vous posez la question sur le plan B, qui n'existait pas chez nous, ils ont des réserves. Mais au Congo, les réserves pour soutenir les entreprises Une question pour vous deux. Est-ce que le gouvernement arrivera-t-il à satisfaire les salaires des fonctionnaires, des militaires, des policiers jusqu'au mois de juillet, août, septembre, octobre avec cette allure économique? Non. Le gouvernement est en train de payer les agents fonctionnaires de l'État, toutes catégories. Non, attendez, s'il vous plaît. Oui. Je ne dis pas que le gouvernement ne paye pas. Je dis, est-ce qu'avec cette allure, avec cette réalité, le gouvernement a payé?
Ok, j'ai des membres de famille qui sont à la fonction publique. Oui. Mais est-ce que quand vous voyez cette perspective, le gouvernement va commencer à payer jusqu'au mois de décembre, admettons que la crise nous amène jusqu'au mois de décembre. Voilà. Moi, j'ai posé la question ici. Covid-19, c'est comme on peut le comparer au retour de Jésus-Christ. Oui, oui. Si en décembre, on va mettre fin à cette crise sanitaire, ou en septembre, ou à l'année prochaine, ou dans 2 ans, on ne sait pas. Mais bien avant, le gouvernement est en train de prendre des mesures. Gabi dit que non, ce sont des erreurs commises, il ne fallait pas enlever l'IPR. L'IPR de 15%. Vous savez que quand on a lancé l'IPR, oui, quand on a lancé l'IPR, Serge, vous avez suivi la grogne ici. La grogne, partout. Oui, c'est ça. Oui, 15% d'un salaire d'un fonctionnaire de l'État. Il touche combien et on lui a vu ce salaire. Beaucoup d'argent. Et pendant cette crise encore, vous continuez à soutirer, à prélever les 15% de son salaire, qui est déjà médiocre. Mais vous imaginez pas C'était prévu au mois d'avril qu'on puisse augmenter. Attendez, pour ne pas vous couper. Oui. L'État, vous ne travaillez même pas. Parce que maintenant, les fonctionnaires ne travaillent plus. Oui. L'État, pour la plupart. Parce que à la fin du mois, oui. vous ne rendez aucun service à l'État. À la fin du mois, l'État vous donne la totalité de votre salaire. Oui. Non seulement la totalité, l'État vous paye l'eau. Et l'État vous paye l'électricité. Et en contrepartie, l'État gagne quoi? Voilà. Où est-ce que l'État trouve l'argent pour payer? S'il vous plaît. C'est simple. Où est-ce que l'État trouve de l'argent pour compenser l'eau et l'électricité qu'il paye à votre place? Serge, avant que vous ne rendiez... ne prélève pas votre... S'il vous plaît, avant que vous ne rendiez la parole à Claude, celui qui est... Claude devait m'excuser. Oui. Claude est agent public de l'État. Comment expliquer? Il dit qu'il y a eu des contestations lorsqu'il fallait. Mais c'est inacceptable. Parce que l'État... Quelles sont les sources des revenus de l'État? Entre autres, vous avez les impôts. Oui. Et nous, Serge et moi, sommes dans les secteurs privés. Nous payons les impôts. Oui. Mais vous voulez bénéficier de ce que les privés payent, et vous qui êtes dans les secteurs publics, on vous paye avec l'argent des privés, et vous-même, vous ne voulez pas payer l'impôt. Et vous savez, aujourd'hui... Non, on veut pas la parole. Non, s'il vous plaît, vous contestez aujourd'hui l'IPR. Vous l'avez contesté au départ, aujourd'hui vous êtes satisfait. Mais savez-vous que demain, c'est toujours vous, les agents publics de l'État, c'est vous qui allez réclamer plus à l'État. Or, vous avez oublié que pendant tout ce temps, chacun de vous devrait faire des efforts. Il ne faut pas seulement exiger au gouvernement vos avantages, mais on devrait appliquer la cure d'austérité à tout le monde. Merci beaucoup. Claude, ça ne peut pas vous réjouir parce que ça va vous rattraper après. L'IPR a toujours existé. J'ai vu qu'aujourd'hui vous êtes très discipliné. Oui, merci. Oui. Vous avez pris le temps de laisser Gabi parler. Le Saint-Esprit est sur moi. Allez-y, Claude. L'IPR n'a pas commencé aujourd'hui, Gabi. Voilà. Tu le sais. Mais sauf qu'il n'a jamais été prélevé. Bien sûr, mais sauf qu'on a revu à la hausse. Ah voilà, 15%. Voilà, 15%. Ah oui, mais qui a fait que c'est complètement la loi. Gabi, laissez-moi parler. Vous avez déjà parlé. Vous m'avez interrompu. L'IPR a toujours existé. Voilà. Mais j'ai toujours dit, l'État, c'est l'État. Les Léviathans. Oui, la puissance publique, le pouvoir public. L'État, c'est toujours... Pourquoi il y a des prévisions? Vous savez qu'au mois d'avril, nous sommes au mois d'avril, fin avril, c'est au moment où la direction des grandes entreprises, la DGI, lui, il est dans le secteur économique, qui lançait quelque chose. La direction des grandes entreprises qui perçoit maintenant auprès des grandes entreprises les impôts considérables pour essayer un peu d'amortir les chocs pendant le deuxième trimestre. Et essayer un peu vous savez que généralement, les salaires augmentent au mois d'avril. La DG vous dit qu'elle n'est plus à même de faire ce que l'État... Même la DGDA. La DGRA vous dit ça. Oui. La DGDA. Oui. Maintenant, c'est sur base de cet argent-là que l'État nous paye et paye nos parents. Maintenant, quand les entreprises... Les services d'assiette vous disent qu'ils n'ont plus de moyens pour faire ces recettes-là. L'État va-t-il trouver des moyens jusqu'au mois d'octobre, novembre pour payer les agents comment? Est-ce que nous ne risquons pas d'avoir la cessation des paiements et connaître la solution des... Il y a des mécanismes pour éviter les pires. C'est-à-dire que tout ce que le gouvernement, le Premier ministre Ilunga Lunkama est en train de faire. Chaque jour, il y a la réunion des recettes et dépenses. On a encaissé combien? Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des recettes. Oui. Même si elles sont minimes. Il y a des recettes aujourd'hui qui entrent par des canaux. Donc il faut minimiser les dépenses. Voilà. Il y aura toujours les dépenses. Et il faut les minimiser et viser les dépenses prioritaires. Les rationaliser. Les dépenses prioritaires, c'est comme la sécurité nationale. Par exemple, la guerre à l'Est là, contre les FDLR et autres bandes armées, groupes armés. Les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, des militaires, des policiers. C'est une priorité. Et les fonctionnements des institutions. Maintenant, ce qu'on peut faire, ça ce n'est pas le Premier ministre qui va décréter
aujourd'hui ou demain ou le lendemain, dit que non, je décrète que non, un député, on doit essayer un peu de diminuer le salaire d'un député ou d'un sénateur. C'est pas son rôle. Lui, c'est le gouvernement, c'est une institution. Il peut, dans les champs d'action de ses compétences, là, il peut agir. Mais dire aux députés, parce qu'il y a des gens qui disent que non, on doit aller à l'Assemblée nationale, on doit aller au Sénat, où ces gens-là, où le chef des institutions, président de la République, ou président de la République, c'est une institution. Lui-même, le président de la République, il doit revoir à la hausse son salaire. À la baisse. Oui, à la baisse. Les députés nationaux, les membres du bureau de l'Assemblée et du Sénat, le gouvernement, les membres du gouvernement et toutes les institutions, les cours et tribunaux. On doit le voir à la baisse pour essayer de compenser. Mais il y a des mécanismes de recouvrement aujourd'hui, mais sauf que avec la baisse de toutes ces recettes, le gouvernement est en train de voir comment prioriser les dépenses et essayer un peu d'amoindrir les chocs pour éviter les pires. Claude Molichon, je crois vous avoir bien compris. Gabi, l'émission d'aujourd'hui, elle n'est pas économique. Non, mais juste un mot. Oui, mais j'aimerais quand même dire ceci. On nous a dit, depuis que Kabila a été au pouvoir, il est parti, clin d'œil à vous, cher Joseph, les raïs. Je vous donne la parole, vous co-présentez, alors nous co-présentons. Non, c'est pour vous compléter. Merci beaucoup. Alors si vous voulez parler, vous sollicitez la parole. Alors, on a toujours pensé que la priorité des priorités, c'était l'agriculture. Vous voyez maintenant que nous sommes rattrapés. Il faut combien de temps, ou il faudrait combien de temps? J'ai vu Joseph Kabila à l'époque, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a peut-être pensé bien faire de distribuer des tracteurs aux gens. Dans toute la province. Vous savez, sans que vous ne parliez non, pas comme... C'était une vaste blague à l'époque. C'était une vaste blague. Kabila a acheté des tracteurs 2 ou 3 fois. D'abord, il faut commencer par ce que son père avait laissé à l'époque du service national. Et savez-vous que lors de 1+4, les belligérants, je ne sais pas au nom de quel principe, ils avaient demandé carrément la dissolution ou la disparition pure et simple, la suppression du service national. Et même les engins ont disparu. Qui les a pris? Il faut une audit. Deuxième fois, en 2008, Kabila aussi est allé à Chine, il est venu avec les tracteurs. Mais les tracteurs, on a donné les tracteurs à qui? Rappelez-vous, j'étais en Bujimaï à l'époque, en 2008, et j'ai vu en Bujimaï et en Bandaka, les tracteurs, on exposait ça dans les gouvernements. Moi j'ai vu ça devant la résidence du maire de la ville. S'il vous plaît. On a exposé où est la faute de Kabila? On donne à un gouverneur pour qu'il puisse réactiver l'agriculture. Nous avons signé un pacte de non-agression. Autre fait, oui. Regardez, autre fait également. Autre fait. Vous allez recruter Kabila. Ici à Kinshasa, par exemple, on a vu également, au lieu de donner des tracteurs aux vrais cultivateurs, qu'est-ce qu'on a fait? Les gouverneurs, les conseillers, les ministres se sont partagés ces tracteurs pour leurs fermes privées. Et même ici à Kinshasa, au plateau de Bateke, les responsables de l'État faisaient louer des tracteurs aux vrais cultivateurs. Donc, s'il vous plaît, moi je prends toujours l'exemple de notre président sortant. Vous prenez Boukangalonzo, alors ça vous a donné quoi? Comment Joseph Kabila et maman, attendez. Il ne faut pas faire la des raccordements frauduleux. Non, mais parce qu'il parle de l'agriculture. Ne parlons pas tous au même moment. Ça, ce sont des principes basiques qu'on nous a appris à l'école. Sinon, c'est de la cacophonie, c'est du bois. Il ne faut pas parler au même moment. Comment aujourd'hui, maman Olive fait des récoltes de tomates, invite même Yves Bouya, on a fait des tomates. Mais nous, tout le gouvernement n'a même pas une plate-bande de tomates. Mais posez-vous la question, vous connaissez les résultats, vous connaissez les résultats du projet Boukangalonzo? Connaissez-vous les résultats du projet marché international de Minka ou de Maluku? Est-ce que vous connaissez, rappelez-vous que Matata a un jeu de ping-pong avec Christophe Van Mouiti à l'époque, ministre de l'Agriculture, contre le Premier ministre, les 23 millions de dollars. Est-ce que vous, parce que vous posez alors, madame, monsieur, alors, pour dire, revenons, je chute. Comme le dit un proverbe chinois, la richesse n'appartient pas à celui qui la possède, mais à celui qui en jouit. Dire qu'il existe des mécanismes de compensation pour juguler cette crise, c'est faux. Vous devez voir tout simplement la réalité en face. Regardez au mois de janvier, des recettes sur l'ensemble du territoire national, 326 millions de dollars américains. Et regardez les besoins et les dépenses de l'État. Au mois de février, ça vous donne 280 millions de dollars pour l'ensemble. Et regardez les besoins de l'État. Et au mois de mars, ça vous a donné 188 millions de dollars. Alors, vous
Vous voyez, très bien, merci. Jusqu'où on ira. Merci à vous et merci à Claude Molichou. Serge, moi je suis pas venu ici pour accompagner Gabi. Je vous donne la parole. Il a eu tout le temps. Oui, vous avez maintenant la parole. En fait, en réalité, je vous donne la parole pour prendre l'avant ou les derniers sujets. Mais si vous avez à revenir sur un sujet ou à placer un mot par rapport à quelque chose qui connaît un peu des zones d'ombre, vous pouvez revenir sur ça. Rassurez-vous que ici, les temps d'antenne, il est équitable et équilibré, comme disent toujours les amis. Mise en place et affectation des secrétaires généraux, Claude Molichou, je ne sais pas. Il faut parler en termes de cacophonie ou en termes de sabotage ou l'anarchie au sommet de l'État. C'est la dame là, comment elle s'appelle, Yolande Ebongo, qui prend la décision. Kolongele prend une lettre au nom du chef de l'État. Tous ces gens-là parlent toujours au nom du chef de l'État. Vital parlait toujours au nom du chef de l'État. Pendant ce temps, lui-même, le chef de l'État, il s'est recroquevillé à l'enseigner là-bas. Il a aussi peur de Corona. Oui, nous prions aussi pour lui. Ça, c'est vrai. Il est dans une sorte de quarantaine. Maintenant, hier, la dame a remis des lettres de notification aux secrétaires généraux. Doivent-ils partir ou ils doivent rester en attendant la lettre du directeur du cabinet à John Chef? Je réponds à la question, Serge, merci. Mais je voulais un peu dire à mon ami Gabi Kouba que je ne suis pas venu l'accompagner ici parce que tout le temps, sur ce plateau, Nous ne sommes pas venus nous il ne faut pas faire raccordement frauduleux. C'est-à-dire que vous parlez en même temps comment ça s'appelle J'ai soulevé la question de l'agriculture. Les tracteurs et les Mukangalonzo. Non, Mukangalonzo c'était un autre projet. Agriculture. Bien sûr, c'est dans le même secteur de l'agriculture, mais c'est le présentateur qui a posé deux projets différents. Joseph Kabila Kabang, le raïs que je salue en passant, a donné à chaque gouverneur de province, si pas 3 tracteurs, en fonctionnement. Non, pas 2, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Je parle de 3 reprises. Ah, voilà. Et vous voulez que Joseph Kabila Kabang laisse son bureau et descendre s'il vous plaît. À Mboujima, là où tu étais, parce qu'il a constaté que Ngoïka Sandi, à l'époque, gouverneur, a mis comme quelque chose d'exposition devant sa résidence. Qu'il descende à Mboujima pour dire que non, allez, commencez le travail. Non. C'est voilà pourquoi je dis que ce sont les erreurs commises. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, avec la nouvelle génération politique que nous sommes, moi, Claude Molichou, et nous allons accompagner Joseph Kabila Kabang, il y aura des résultats. Des gens là, moi je dis toujours, je ne suis pas du FCC, mais je suis kabiliste. Je le déclare tout, je suis devant la caméra, je suis kabiliste à 100%. Claude, et les débats aujourd'hui, s'il vous plaît. Non, c'est pour dire, dénoncer ces erreurs. C'est une réalité. C'est une réalité. Ah, vous dénoncez les erreurs. Oui, c'est une réalité. Ce sont des erreurs commises. Moi aussi, je l'ai constaté. On vous donne les tracteurs, vous les mettez là, la batterie tombe en panne, et des pièces, on commence à dépiécer. Alors, on parle. Ça n'a pas. C'est un sabotage comme un journal l'a titré. Ça ne se reproduit pas. Un journal a titré ce matin. Fatih, s'il vous plaît. C'est une question de conscience. C'est-à-dire, quand je prends la parole, c'est-à-dire, je vous l'arrêter. Oui. La tour a titré Fatih saboté par Yolande Ebongo. Est-ce que c'est une cacophonie? C'est un sabotage? Je disais tout à l'heure. Mon cher ami, je ne sais pas si vraiment les directeurs de cabinet adjoint du chef de l'État c'est un juriste. Parce qu'on nous dit qu'il est professeur d'université. Les droits administratifs. Et des droits administratifs. Mais toi et moi, nous avons étudié les fiscs et les petites sur les droits administratifs. Oui, en G1. Oui. Avant d'attaquer les droits constitutionnels et en 3e grade, mais en G1, on a eu les notions de droits administratifs. De droit. L'initiation au droit. Voilà. Comment se fait-il qu'un directeur de cabinet qui se base sur l'article 81.4 de la Constitution. Dit cet article. Oui. Bon, je peux lire cette disposition constitutionnelle. Pour une fois, vous avez amené. Article 81 de la Constitution en vigueur. Calmement, Claude. Calmement. Voilà. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution. Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et les cas échéants révoque sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ce qui n'a pas été fait. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, les conseils supérieurs de la défense entendus, les chefs d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, les conseils supérieurs de la défense entendus, les hauts fonctionnaires de l'administration publique. Point 4. Les hauts fonctionnaires. Comme les secrétaires généraux. Oui, comme c'était, ce sont les hauts fonctionnaires de l'administration publique. Est-ce qu'il y a eu conseil des ministres pour arriver à cette décision? À ma connaissance, non. On a vu tout simplement qu'après la mise en place, parce que la ministre Yolande Bosongo,
C'est basé c'est basé du concours organisé par la CADISEC à l'époque de Joseph Kabila Kabange, qui a produit des résultats. Donc il y a 85 secrétaires généraux nommés, mais 58 affectés dans les 58 secrétaires généraux. C'est ce qu'elle a fait. Avant de signer son arrêté portant affectation, parce que là, le rôle d'affecter, c'est lui qui nomme, c'est le chef d'État par ordonnance. Oui. C'est lui, il a signé l'arrêté pour affecter. Il a eu des entretiens au niveau de la présidence de la République. Ah, ça passe pas par le conseil des ministres, ça passe par la présidence de la République? Non. Ce n'est pas texte, il faut le conseil des ministres entendu. Mais ici, nous sommes dans un cas de concours qui a été organisé au nom du principe de la continuité des affaires de l'État. Ça a été comme ça. Peut-on arrêter les résultats de ce concours et organiser et où ça nommer? Vous parlez de la continuité des affaires de l'État. Oui. Pourquoi depuis que nous autres, on a été élus pour aller au CESAC, Fatih n'a pas signé dans le cadre de la continuité de l'État pour que nous puissions occuper nos... Mon cher, moi je suis légaliste, moi Claude Molichou. Merci beaucoup. Si c'est pas ça c'est pas ça le débat de voilà. Voilà. Et tout d'un coup, il n'y a pas eu conseil des ministres pour statuer. Tout d'un coup, les États écrits. Et lui ne peut pas écrire au ministre ou à la ministre de la fonction publique. Il ne peut pas. Mais c'est le Premier ministre. Il peut s'adresser au Premier ministre sous restriction du président chef de l'État. Et le Premier ministre instruit les membres de son cabinet, de son gouvernement. Modalité de collaboration. Voilà. Entre les gouvernements. Voilà le procédure administratif. Est-ce que vraiment... C'est vraiment une entorse, une dernière question. Quelle devient la lettre de... Et aujourd'hui... Attendez, quelle devient la lettre de Félix Tshisekedi? Ce n'est pas la lettre d'Hébérande, c'est la lettre de Félix. Quelle devient la lettre de Félix face déjà aux notifications? Non, ce n'est pas la lettre de Félix, c'est la lettre d'Hébérande. Parce qu'en droit administratif, on voit celui qui a signé la lettre. Ce n'est pas le chef de l'État qui a signé la lettre. Celui qui a signé la lettre, c'est le directeur de cabinet adjoint qui fait office de directeur de cabinet du Premier ministre et du président de la République. Hébérande. C'est celui qui a signé la lettre. Alors, moi, je me dis, bon, bien sûr, dans l'équipe des affectés là, des 85 affectés, il y a 5 qui n'ont pas d'ordonnance présidentielle. 5 secrétaires généraux affectés, mais qui n'ont pas été nommés par ordonnance présidentielle. Mais comment ils sont arrivés là-bas? Pas seulement des concours. Merci beaucoup. Parce qu'on a dit que sur de ces concours, on autorise. Et après, 2 jours après, on dit non, on revient sur la décision, on annule l'affectation. Est-ce qu'il n'y a pas de principe de collaboration entre la présidence et le gouvernement? Pour raison ça fait la confusion maintenant entre la ministre qui déjà signé la lettre de passation de pouvoir. Cher ami, je ne sais pas qui est à la régie. On accorde aussi la parole à Gabi Kouba. Tu as 4 minutes. De la même manière que Claude pour terminer l'émission. J'espère que vous n'allez pas couper comme vous le faites. Gabi Kouba, top chrono. Top chrono, c'est dommage hein, que ce soit ainsi. C'est la tour de Babel. Heureusement, le journal qui a relevé l'info aujourd'hui s'appelle aussi la tour. Donc vous posez la question, est-ce que c'est une cacophonie concernant la mise en place des secrétaires généraux? C'est une vraie tour de Babel. Parce que les arrêtés, les ordonnances qui nommaient les hauts cadres de l'administration publique sont les ordonnances Nzombo les soirs pendant la période électorale, le 27 décembre 2018. Avec Bongongo. Mais oui, rappelez-vous à l'époque que j'avais écrit les bordels de Bongongo à la fonction publique. C'est vrai que ce n'est pas Bongongo, c'était décidé au niveau du Conseil des ministres que chaque ministre, chaque officiel venait avec sa liste des membres des partis politiques, militants, cousins, oncles et consorts. C'est ce qui a fait des effectifs pléthoriques. Mais Fatih arrive, il demande la suite. Il arrive, il a demandé à ce qu'il ne puisse plus y avoir de recrutement à cette époque-là. Malheureusement, je peux commencer même par les agents avant d'apporter des hauts cadres qui sont aujourd'hui ils perçoivent la prime alors que Tshisekedi avait interdit. Donc c'est une décision nulle et non effet. Et c'est pareil aujourd'hui quand il avait demandé. Parce que dans cette affaire, il y a eu un concours. 209 secrétaires généraux. Et je peux même me poser la question, à quoi aura servi le travail du CADISEC si ce sont des politiques qui doivent décider de la désignation des secrétaires généraux? Parce que quand vous regardez, parmi l'homme, je ne peux pas citer son nom, le premier à 76,34%, le deuxième 74,65%, et puis le dernier à 19%. Comment expliquer? C'est vrai, il y a des cas des retraités, des secrétaires généraux éligibles à la retraite. On pouvait les promouvoir et puis les envoyer à la retraite. Mais quand vous regardez les nombres, par exemple, 85 secrétaires généraux, ça ne correspond pas au nombre des ministères. Voilà. Donc c'est surplus. On allait les affecter où? Les envoyer sous les arbres comme d'autres agents en instance d'affectation en attendant, ou bien on va créer un gouvernement avec des ministères. Comme les parlements debout. Voilà, comme les parlements debout. C'est un problème.
Et ceux qui sont nommés n'obéissent pas aux critères. Par exemple, avoir réussi au test avec brio, au test organisé par le CADISEC. Donc, des pesanteurs politiques ont joué, il y a eu de combines de part et d'autre. Quand vous regardez aujourd'hui, même dans les affaires... C'est-à-dire que même l'IDPS et le FCC étaient je ne m'attaque pas, je ne voudrais pas m'adresser plutôt à la ministre de la fonction publique. Quand elle est arrivée, elle avait de bonnes intentions. Elle a fait sa carrière dans la fonction publique. Elle était chef de division au ministère du Plan. Ouais. Elle avait de bonnes idées. Mais jusqu'où peut-elle aller lorsqu'il y a des pesanteurs politiques? Et regardez les secrétaires généraux. Et on ne peut pas évoluer. Et même dans la nomination, on dit on nomme en fonction des provinces 2 secrétaires généraux par province. Mais c'est inacceptable. On nomme selon les critères des compétences, pas en fonction des provinces. La représentativité provinciale vient faire quoi? Donc, même dans nos écoles, les jours où vous allez nommer les enseignants, il y aura un enseignant du Kwilu à l'école première année primaire, celui du Bas-Congo, deuxième, celui du Katanga, troisième. Mais ça non, on nomme maintenant sur base des partis politiques. Tant que la politisation de l'administration publique aura lieu, rien et alors, rien le pouvoir des Fati marchera. S'il vous plaît, vous avez parlé. Le pouvoir des Fati est à rude épreuve. À rude épreuve, oui, à rude épreuve, parce qu'il a interdit, personne ne l'a écouté. D'ailleurs, je n'ai pas la lettre ici, mais les notifications ont sécurisé les suicides. Mais quand vous êtes déjà notifié, rien ne peut vous arrêter si vous êtes nommé secrétaire général. Et là aussi, il y a un problème. Ceux qui ont été nommés, même dans les ordonnances Nzombo Lesoa de Joseph Kabila, il y a des secrétaires généraux qui, tel était par exemple au ministère de la Communication, tel au ministère de la Santé, tel au ministère de l'Agriculture. Non, aujourd'hui, ils sont permis. Ils se retrouvent, celui qui était par exemple au ministère X et au ministère Y. Mais en fonction de quoi? Merci, madame, monsieur. Cette émission est terminée. J'aimerais vraiment prendre votre dernière phrase. Parce que quand le CADISEC a organisé les tests, ne devient pas directeur. Vous êtes nommé directeur, il faut respecter les échelons. Ce n'est pas que vous quittez agent des premiers bureaux parce que vous avez par commissionnement passé 10 ans comme agent des premiers bureaux, vous devenez d'office secrétaire général. Non, mais si je passe les tests comme secrétaire général, candidat secrétaire général au niveau du développement rural, si j'ai réussi au test, ne m'envoyez pas au ministère des Sports. Voilà. Non, c'est bien dommage. Cette émission est terminée. Madame, monsieur, on se retrouve demain. Respectez les gestes barrières. Les sauveurs, il s'appelle comment? Le docteur là, il n'est pas encore arrivé. Jérôme Mouyangui. Jérôme Mouyangui. J'espère qu'il va arriver. Je peux placer juste un petit mot. Non, l'émission est terminée. 9h30. Claude Molichot, merci pour la discipline. Merci aussi à Gabi Kouba. Portez-vous bien, respectez les mesures barrières et surtout, restez chez vous. Restez chez vous. Merci beaucoup. Au revoir.